Mahamadou Cissé, vous êtes le secrétaire adjoint aux relations internationales du PARENA, un parti au Mali, le Parti de la Renaissance nationale du Mali. Et nous sommes un peu plus de 2 semaines, c'est des élections présidentielles dans votre pays. Et vous présentez vous-même un candidat à ces élections présidentielles, M. Thiébilé Dramé. Il y a eu beaucoup de polémiques par rapport à la date si rapprochée de ces élections présidentielles. Et on avait l'impression que tout le monde, tous les candidats s'étaient ralliés finalement à cette date du 28 juillet. Est-ce que c'est le cas? Merci de me donner la parole. Tous les candidats se sont ralliés effectivement parce que tout le monde est d'accord qu'au Mali, il faut que la légitimité soit de mise dorénavant. Il faut que la légitimité revienne. Après les péripéties qu'on a connues pendant cette année 2012 et un peu cette partie de l'année 2013, il serait vraiment de bon ton qu'enfin la légitimité revienne pour gérer les institutions dans de bonnes conditions, gérer le pays dans de bonnes conditions. Seulement, il y a un certain nombre de difficultés qui ont été relevées par certains des candidats, dont Thiébilé Dramé, qui font que la date qui est prévue le 28 juillet 2013 est une date difficile à tenir. Aussi bien sur le plan logistique que sur le plan de l'engagement des citoyens à aller voter massivement ce jour-là. Malheureusement, nous constatons qu'il y a un fétichisme autour de cette date. Et puis, bon, le candidat Thiébilé Dramé a introduit une requête en annulation auprès de la Cour constitutionnelle du Mali pour demander le report de cette date du 28 juillet. Je crois que vous demandez un petit report, non? Un petit report, un mois à peu près, puisque il y a un accord qui a été signé à Ouaga avec les mouvements rebelles de l'Azawad, qui a été signé le 18 juin dernier. À un mois de la signature, rien n'a été fait par rapport à ça, sauf qu'effectivement l'armée est présente aujourd'hui à Kidal, mais dans certaines conditions. Je crois que le problème central est effectivement Kidal. C'est là qu'on n'a pas pu créer l'administration nécessaire pour que les gens puissent voter correctement. C'est-à-dire que Kidal est symbolique par rapport à ce processus-là. C'est l'intégrité territoriale du pays qui doit être recouvrée avant l'organisation des élections, d'après la feuille de route de la transition. L'intégrité territoriale du pays n'est pas une réalité aujourd'hui. L'armée malienne n'est pas encore rentrée pleinement à Kidal. Non, Kidal reste encore un endroit contrôlé par la rébellion, les groupes armés. Dans la mesure où le gouverneur s'y est rendu hier 11 juillet, et puis aujourd'hui 12 juillet, il en est parti. La pression est trop forte pour qu'il puisse rester. Ne parlons pas du reste de l'administration malienne. Donc Kidal reste aux mains des groupes armés, malgré l'insistance des forces de l'aménagement des Nations Unies. Les groupes armés refusent à ce que l'armée et l'administration se déploient dans de bonnes conditions. Et la mauvaise organisation, c'est national, sauf que dans les autres localités, les Maliens sont prêts de s'asseoir dessus parce qu'il y a un problème grave de liste électorale. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas sur ces listes électorales. Oui, je crois qu'il y a peu de gens qui pourront voter. Il y a peu de gens qui pourront voter. Mais il y a une certaine pression internationale. À l'interne même, les candidats sont pressés enfin que les élections se tiennent et qu'ils voient un peu ce à quoi ils vont être avertis plus tard. J'ai vu que votre candidat dit que c'est Laurent Fabius qui met de la pression et qu'il est en train de se prendre pour le directeur général des élections au Mali. Alors que fait notre Laurent Fabius là-bas? Je pense que la France est très mal à l'aise depuis son intervention au Mali, même si cette intervention a été saluée par les Maliens. Il y a eu beaucoup de soutien de la part des démocrates à travers le monde. La France aujourd'hui est soumise à un pilonnage de la part des États-Unis, pour ne pas citer, qui disent que la France encourage et soutient un régime putschiste. Et du coup, elle veut coûte que coûte en finir avec cette affaire. Nous pensons que si c'est cela la raison, elle n'est pas suffisante parce que les États-Unis soutiennent autre chose à travers le monde. Sa politique n'est pas forcément exemple de toute critique. La France aurait pu vraiment continuer à engranger les dividendes, les bénéfices de cette intervention qui ont contribué largement à changer son image en Afrique. Mais malheureusement, elle est en train de le gâcher à travers ce dictat. L'imposition de cette date, le président qui va jusqu'à dire qu'il est intraitable, Laurent Fabius qui
d'un revers de main, balaye toutes les objections, tout ce qu'on lui amène comme élément. Ce qui fait que, bon, on a l'impression que c'est la France qui est en train de tout régenter. Et ce que le Malien lambda dit, c'est que peut-être qu'il a son petit calcul en tête, qu'il y a son candidat qui est là, peut-être qu'il faut qu'il fasse passer rapidement. Et si d'aventure les élections sont bien organisées, il se peut que ce dernier ne puisse pas être élu. Oui. Et donc le message pour Laurent Fabius, c'est qu'il, comme beaucoup de Français le pensent, c'est qu'il soit moins soumis à des pressions internationales, notamment des États-Unis. Alors, quelle est la différence entre votre parti et les autres qui se présentent? Comment vous la définiriez? Alors, nous définissons notre candidature comme une candidature de réconciliation, de quelque chose qui est une candidature, si Tchibili Dramé est élu demain, qui permettra de relever le Mali. C'est une candidature qui vise à proposer un nouveau pacte national aux Maliens. Un pacte national à travers lequel le Mali va être remis debout. Le Mali a atteint le fond de l'abîme pendant cette année-là. Je crois que c'est sans commentaire. Donc Tchibili Dramé est l'homme qui peut faire relever ce pays aujourd'hui, qui peut permettre aux Maliens de s'engager dans une nouvelle dynamique. C'est en soi le terme renaissance nationale pour nous recouvre tout son sens pendant ces élections-là. Tchibili Dramé, il a l'avantage d'être un politique. Le prochain président du Mali doit être un politique qui est visionnaire, donc il sait qu'il faut prendre les questions de ce pays-là par un certain nombre de bouts. Il jouit de la confiance des communautés et il est courageux en tant qu'homme politique parce que pendant toute cette année, de plomb, que ce soit au nord ou au sud, avec la junte militaire, il n'a jamais mâché ses mots, il est resté sur le terrain, c'est extrêmement important. Il est resté au Mali pour affronter les différentes rivalités qui s'imposaient afin de faire valoir sa vision, notre vision, c'est-à-dire que pas question d'un gouvernement d'exception au Mali, pas question de coup d'État au Mali, les institutions doivent revenir, on doit régler le problème à travers ces institutions-là, l'Assemblée nationale, le président de la République par intérim et un certain nombre de choses. L'intervention au Mali doit se faire avec les forces internationales puisque l'armée malienne est complètement à sec. Elle est à l'eau, elle ne peut pas défendre le territoire. Donc, faire appel à la communauté internationale pour aider le Mali, c'est une vision que nous avons soutenue et je pense que l'histoire nous a donné raison. Nous sommes convaincus aussi que Kidal doit être obtenu par la négociation, pas de guerre. Voilà. Et ça, mais quelles sont les conditions, d'après vous, pour une véritable intégration du Nord et du Sud? Parce que je crois que ça ne peut pas être que de paroles et de négociations politiques. Ça doit être cimenté par quelque chose de plus. Voilà, ça c'est vraiment l'autre spécificité du candidat Tchibili, c'est-à-dire que sur le plan de la reconstruction de la nation, nous pensons qu'il faut mettre en place des politiques audacieuses d'intégration. Ça veut dire que les différentes régions nord du Mali qui se plaignent aujourd'hui de problèmes de mal-développement ou pas de développement du tout, doivent être intégrées à la nation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour nous, il faut avoir le courage de poser le problème de ce pays-là en termes de grands moyens, en termes d'infrastructures, en termes d'énergie, en termes d'une économie et de transport, en termes de surtout tout ça bâti sur des citoyens. Et quand on arrive à poser ça de façon très claire et nette, ça veut dire qu'il y a des options économiques qu'on est obligé de prendre. Des options économiques qui tournent autour des régions, chacune avec ses potentialités mises en valeur, avec des citoyens bien formés. Je dis tantôt que nous, au bout de 5 ans, à la fin de notre 5e année de ce premier mandat, ce que nous envisageons, c'est d'accueillir 200, 300 ingénieurs des mines, d'agriculture, de toute formation d'origine différente, etc., qui enfin sont prêts à attaquer le grand toutes les richesses du pays, parce que c'est un pays très riche, le Mali, c'est contrairement à tout ce qu'on dit. Oui. Alors, lorsqu'il y a eu l'intervention militaire française au Mali, ici, dans ce mouvement que nous représentons, nous avons tout de suite dit qu'il faut la remise en haut du lac Fagibine, du système Fagibine. Pourquoi? Parce que le système Fagibine, c'est un système d'eau qui se trouve à l'ouest de Tombouctou et qui nous a semblé que c'était vraiment la clé pour
pour, au moins au niveau agricole, c'est déjà de créer l'union. Mais peut-être vous pouvez expliquer un petit peu aux Français qu'est-ce que c'est que ce système Fagibine. Le système Fagibine il existe depuis très très longtemps et chaque fois que ce système a trébuché, il y a eu une crise dans les régions en question. Ça consiste tout simplement à une alimentation de 5 lacs par le fleuve Niger qui passe par là. C'est-à-dire que l'État on a créé des liens entre 5 lacs, donc des canalisations entre 5 lacs, mais à travers 2 canalisations importantes qui alimentent les 5 lacs. Une fois qu'ils sont en eau, ces lacs, ils irriguent des terres d'une richesse considérable. Tant que le fleuve Niger est en crue, ça va très bien, il n'y a pas de problème, c'est automatique. Dès que le fleuve monte, l'eau va directement dans les canalisations et le système il s'auto-irrigue. Et l'eau qui arrive là n'est pas gaspillée, il ne s'infiltre pas dans le sol n'importe comment. Et d'autant plus que le sol, c'est de l'argile avec une richesse, comme vous le savez. C'est le lieu où on peut faire 2 récoltes par an, une en juin et une en octobre. Et ça permet d'abord l'alimentation des populations, ça permet de commercialiser cela et ça permet à l'élevage, la pêche de se développer. Donc ça permet à l'écosystème d'être stable. Et ça contribue énormément à la quiétude et à la tranquillité des populations, qui ne sont pas obligées de quitter là pour aller... Parce que là, ces dernières années, il y a eu un exode des populations du nord vers le sud. Voilà, vers le sud ou bien vers les grandes villes où elles sont la proie facile à un certain nombre de marchands de sommeil. Quand les lacs ont été asséchés pour des raisons diverses et variées, je reviendrai là-dessus dans 30 secondes, les populations se sont déplacées vers Gao, Kidal, Tombouctou, vers les grandes villes, Bourem et autres. Et là, les jeunes étaient facilement la proie de ces trafiquants qui les enrôlaient dans leur sein, dans les milices, etc. La plupart des jeunes qui se sont enrôlés viennent de ces zones-là. Le système Fagibine, pour revenir là-dessus, aujourd'hui est en mal et nous avons constaté que chaque fois qu'il est en mal, il y a une instabilité dans la zone et ça provoque ce qu'on sait. La dernière en date, c'était la rébellion de 1996 et en 2012 encore, 2011-2012, on voit la même chose se produire. D'autant plus que le système Fagibine est en amont de l'Office du Niger. L'Office du Niger, c'est ce vaste territoire de plus d'1 million d'hectares qui est alimenté par un barrage en amont qui s'appelle le barrage de Markala. Ce barrage, construit en son temps par le colon, alimente toute cette zone-là. Et l'État malien, depuis 10 ans, a entrepris de valoriser ces terres-là de l'Office du Niger. Je crois qu'il y a actuellement 80 000 hectares. 80 000 hectares qui sont mis en valeur, qui ont besoin d'eau. Donc l'eau qui doit arriver dans les lacs Fagibine est plus ou moins utilisée en amont. C'est là que nous parlons d'avoir des ingénieurs, des spécialistes qui peuvent gérer ce genre de choses avec beaucoup d'intelligence. Mais combien de gens est-ce que tout ce système fait vivre? Ou est-ce que vous pouvez donner une idée des productions de culture de riz? Parce que c'est fabuleux. Enfin, quand on regarde ça et qu'on se dit le Mali est l'un des pays les plus pauvres du monde, et tout d'un coup, on se trouve confronté à des chiffres de production agricole énormes. Énormes, oui, tout à fait. Par exemple, tant que le système Fagibine fonctionne comme il faut, parce qu'il faut savoir que c'est carrément au cœur des régions nord du Mali. C'est maintenant qu'on parle des régions de Kidal, Tombouctou, Gao, Tombouctou, Kidal. Avant, il n'y avait pas, c'était la région de Gao. Et le système Fagibine se trouve à l'ouest de Tombouctou, comme vous dites. Et c'est là que venaient sédentariser la plupart des producteurs. Et une fois que la production, les récoltes faites, ils alimentaient toutes les régions nord du Mali. C'est aujourd'hui qu'on entend parler du céréales venant d'Algérie, du céréales venant de Niamey, etc. Avant, cette région était autosuffisante sur le plan céréalier. Et nous-mêmes du Sud, on s'est posé la question parce que la réputation que les gens du Nord et les gens à partir de la boucle du Niger ont pour les Maliens, ce sont des éleveurs plutôt que des paysans agriculteurs. Mais non, ce sont les paysans agriculteurs de ces régions autour du système Fagibine qui alimentaient toutes les 3 régions, qui comptent à peu près entre 1 500 000 et 2 millions de personnes. Parce que ce sont des régions très vastes, mais qui ne sont pas très peuplées non plus. Mais qui
produisent énormément de biens. Donc ça, c'est quelque chose qui a été développé de façon fructueuse par le régime d'Amadou Toumani Touré dans le passé. Alors, Amadou Toumani Touré, il avait dans son programme surtout de valoriser les terres de l'Office du Niger. Il avait une prévision de 10 000 hectares par an. Donc pendant 5 ans, il voulait faire 50 000 hectares. Mais dès la 3e année de son premier mandat, il a constaté, il a vu que la demande était tellement forte que c'est passé à plus de 80 000 par an. Je ne dis pas tous ceux qui sont achetés par les multinationales et autres, mais les nombres de plus de 80 000 hectares sont aujourd'hui mis en valeur pour les populations qui veulent produire dans cette zone-là. Et il y a un potentiel énorme au niveau de l'Office du Niger. Le Mali, un gouvernement avec une vision telle que nous l'avons, parce que je reviens à Tchibilé Dramé, un de ses slogans, c'est de dire le Mali a 2 mamelles nourricières, la paysannerie et les Maliens de l'extérieur. Les paysans et les Maliens de l'extérieur. Donc, c'est fondé sur ces deux, c'est avoir vraiment tout ce qu'il faut pour nourrir le pays. Maintenant, le reste des aspects, c'est-à-dire que la santé de qualité, la formation de qualité, l'école, les autres choses, ça dépend effectivement du développement économique. Le développement économique, on ne peut pas l'amorcer s'il n'y a pas d'infrastructure routière. Il faut que les villages qui produisent soient reliés au centre de distribution, de diffusion de cette production. Donc, dans notre programme, la grande différence entre les autres les candidats et nous, c'est aussi que notre programme est chiffré à plus de 1 500 milliards sur les 5 années pour construire des routes secondaires en quantité. Si les routes secondaires dans les régions comme Sikasso, Ségou sont construites aujourd'hui et que les centres urbains sont alimentés, sont en céréales et autres biens, je crois que l'ensemble du territoire peut être couvert. Et le Mali, des 5-10 années à venir, doit franchir le cap. C'est-à-dire qu'il ne faut plus qu'on reste là à dire que le Mali est riche en pétrole, il y a de l'uranium en Fagaille, il y a de l'or. Non, il faut les extraire maintenant. Il faut aller vers l'extraction de ces richesses et les consacrer à la production, à l'économie nationale. Mais où trouver les capitaux pour tout ça? D'une part, j'ai vu que la conférence de Bruxelles pour rassembler des fonds pour le Mali, pour la reconstruction, a été plus importante que ce qu'on pensait. Il y a eu 3,3 milliards d'euros qui ont été promis. Mais est-ce que ces promesses sont des promesses dures? Est-ce que ça a marché? Et d'autre part, est-ce que cet argent ira vraiment à ce type de projet? J'ai vu que la remise en eau du lac Fagibine et l'Office du Niger, le doublement de surface de l'Office du Niger est au programme pour 2017. Mais quelles sont les chances que ça puisse être réalisé selon vous? Alors, les chiffres, les montants proposés, promis à Bruxelles plutôt, aujourd'hui, tout le monde est conscient que c'est des montants qui ont été entamés très, très sérieusement. Largement entamés, dans la mesure où je crois que dans les promesses, il y a aussi tout ce que les uns et les autres avaient déjà décaissé. Et du coup, je pense qu'on ne peut pas construire un programme de développement sur ce qu'on a récolté à Bruxelles. Peut-être qu'à Bruxelles, ça va permettre de lancer les bases de cette affaire, mais il faut encore être plus actif, imaginatif. Aujourd'hui, dans le monde, il y a des pays émergents qui ont beaucoup d'argent, le Brésil, la Chine, et tous ces pays nouveaux qui ont beaucoup d'argent et qui sont prêts à les investir. Il faudrait que les Maliens arrivent à les convaincre. Et pour arriver à convaincre, il faut que ce soit un président qui, lorsqu'il va arriver, il sera à son point de départ. Cette image est très importante. Quand Tchibilé arrivera au pouvoir, il sera à son point de départ. Il va commencer les choses. Tous ceux qui sont candidats et qui ont la chance de gagner aujourd'hui étaient des barons des systèmes d'il y a 20 ans. Et ils ont déjà fait tout ce qu'ils peuvent. Ils ont été impliqués dans toutes les grandes décisions. Tchibilé, en arrivant, il sera quelqu'un de l'avenir, ouvert sur l'avenir. Je pense que ça peut convaincre, ça peut mobiliser des bailleurs de fonds, des financements extrêmement importants. Bruxelles ne sera que dans un projet, ce sera vraiment l'urgence et puis peut-être les études de faisabilité, quoi. Mais pour vraiment aller vers la production, la réalisation, il faut mobiliser d'autres fonds. Et ces fonds, nous savons où ça se trouve aujourd'hui. D'accord. Est-ce qu'ils se sont déjà manifestés? Vous avez déjà eu des signes d'intérêt Ils se sont déjà manifestés parce que la plupart du temps, lors des grandes rencontres ou bien lorsqu'ils organisent des sommets chez eux, le Japon vient de faire, la Chine le fait aussi. Bon, le Brésil a fait une grande manifestation à l'Union africaine récemment. Ce sont des gens qui disent nous sommes disponibles. Est-ce que vous avez des besoins?
Donc le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est l'expression de ses besoins. Nous savons ce qu'il faut exprimer comme besoin aujourd'hui. Nous savons ce qu'il faut faire comme investissement aujourd'hui. Et lorsqu'on parle de 1500 milliards sur 5 ans, nous sommes d'ailleurs vraiment en deçà. Parce que les besoins dans ce pays, c'est au moins 3, 4 universités dans certaines régions, des centres, des hôpitaux modernes dans certaines régions, des citoyens formés. La renaissance du Mali doit se faire à partir des hommes. C'est pour cela que je disais tantôt que nous allons vers 100-150 ingénieurs formés avant la fin du mandat, mais ça, je ne parle pas des autres corps intermédiaires. Est-ce qu'il y a déjà des projets pour amener des gens de la diaspora qui soient compétents, qui aient développé toutes sortes de compétences depuis le temps qu'ils sont à l'étranger? Ça pourrait aider dans ce projet? Oui, alors le retour de la diaspora est lié à deux ou trois choses. La première chose, c'est que lorsque on vit dans la diaspora, qu'on a envie de retourner, on voudrait avoir un toit. Et donc ça, c'est quelque chose dont on est conscient. On sait comment il faut faire pour inciter les gens à retourner de ce côté-ci. La deuxième chose, c'est au niveau de la rémunération. Les Maliens sont très mal payés. Quand on parle du Mali aujourd'hui en guerre ou en crise, pays pauvre, etc., personne ne se pose la question de savoir mais pourquoi les gens ne travaillent pas, pourquoi il y a tant de corruption et de détournement de fonds, parce que les gens sont mal payés. Je pense qu'il faut un volontarisme de la part d'un homme politique aujourd'hui, de l'audace, du courage, de dire d'un côté il y a une justice assainie qui sera là, qui va poursuivre tous ceux qui feront des choses qui ne sont pas prévues par la loi. De l'autre côté, l'État et les entreprises mettent en place des systèmes de rémunération qui permettent aux gens qui sont incitatifs de vivre sur un salaire. Voilà. Qui seront incitatifs. Voilà. Et ça, si on ne fait pas ça, on est à côté de la plaque. Aujourd'hui, le Mali passe son temps à exonérer les importations de riz, les importations de sucre, les importations d'huile venant d'ailleurs. Ça veut dire que vous allez acheter un sac de riz à Taïwan ou en Chine ou ailleurs, en l'amenant au Mali, le gouvernement malien vous donne encore de l'argent pour l'avoir amené. Nous pensons que c'est une aberration. Non, l'Office du Niger, le système Fagibine, dans la région de Kaï, le barrage de Manantali et tout au long de ce barrage, il y a des exploitations qui pourraient être créées, inciter les Maliens à produire au moins 80% de ce qu'ils consomment. Oui, absolument. Parce que pour l'instant, il n'y a pas du tout d'autosuffisance alimentaire. Et on exporte beaucoup. On exporte beaucoup. Donc d'abord, il faut assurer l'autosuffisance alimentaire et puis après penser à... export, voilà. Oui. Et ça, il y a aussi toutes ces industries intermédiaires qui manquent, savoir la transformation, l'agro-industrie, ça n'existe pas. L'agro-industrie, pourtant, l'agro-industrie est une source d'emploi considérable pour le Mali. Et malheureusement, aucune initiative dans ce sens. Nous voulons arriver là aussi en mettant des moyens pour ceux qui veulent se lancer dans ce domaine. Et pour la diaspora, un toit assuré et des rémunérations décentes, correctes, je pense que ça pourra... Oui, il faut faire comme Colbert qui faisait venir qui alléchait les scientifiques et les ingénieurs avec de bons salaires. Et je pense que c'est pareil partout. Hein. Là où il y a de bons salaires, les chercheurs, les intellectuels, ils viennent. Là où il y a un cadre stable, il y a moins d'insécurité, les gens ils sont prêts à investir. C'est ça qu'il faut assurer au Mali. Nous sommes convaincus qu'avec un gouvernement dirigé par Tchibilin Dramé, que ce soit la sécurité, l'armée réformée, l'armée réinventée complètement, une nouvelle sécurité, une nouvelle forme d'assurer la sécurité des citoyens et des biens, que ce soit le dialogue intercommunautaire qui permettra de faire la réconciliation nationale, et c'est bon en avant qu'on veut faire sur le plan économique en disant il faut donner à César les moyens aux gens pour qu'ils viennent, pour qu'ils travaillent. Il faut former des gens dans des secteurs où nous sommes prêts à engager beaucoup d'argent. Parce que si nous engageons autant d'argent pour la formation des ingénieurs dans les différents domaines, c'est pour qu'ils nous aident à signer les contrats, ils nous aident à contrôler les productions, ils nous aident ils conseillent l'État dans tous les points concernant une activité minière, une activité agricole, etc. Il y a des ingénieurs au Mali, il y a des ingénieurs agricoles au Mali, mais qui ne sont pas au niveau où nous voulons arriver aujourd'hui. Il faut faire un bond. Mahamadou Cissé, une dernière question. Donc, en 1962, votre pays avait créé le scandale en annonçant qu'il allait battre sa propre monnaie, organiser sa souveraineté monétaire et qu'il ne pouvait pas y avoir de liberté pour un pays qui n'avait pas en même temps une souveraineté monétaire. Est-ce que vous auriez quelques projets là-dessus aujourd'hui ou est-ce que vous pensez que c'est vraiment pas possible d'aller dans cette direction?
Il n'y a pas de projet de création de monnaie de francs maliens. Ce qu'il y a, c'est plutôt la possibilité pour les Maliens, comme les autres pays de la sous-région, de pouvoir jouir de leurs recettes d'importation comme bon leur semble. Parce que la clé, le problème du franc CFA, c'est surtout ça. Beaucoup de gens ne le savent pas. Le problème du franc CFA, ce n'est pas que ça s'appelle CFA. À la limite, ça, on peut faire beaucoup de jeux de mots avec. Le problème du franc CFA, c'est que nos recettes d'importation sont logées au Trésor public français. Ah bon? Ça ne se justifie pas du tout. Justement, parce que quel est le montant de ce trésor à ce stade? C'est plusieurs milliards. Aujourd'hui, je suis incapable de dire. Parce que ce qui s'est passé depuis 10-15 ans, chaque année, ça baisse un tout petit peu parce que les Africains aussi ont commencé à retirer doucement des signatures au Trésor public français. Il reste encore des sommes conséquentes, mais je pense que l'indépendance, l'autonomie, l'indépendance, la souveraineté de ces pays passe par le logement de ces fonds-là au niveau de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, au lieu que ça passe par le Trésor public français. C'était plusieurs mille milliards de francs CFA. Qui restent là immobiles? Qui transitent par le Trésor public français. Qui bénéficient à la France. Voilà. Parce qu'avant, quand le Mali bénéficiait d'une aide, ça transitait par le Trésor public français. Un don, ça peut transiter aussi par le Trésor public français. Ne parlons pas du prix du coton, des recettes d'importation, du pétrole du Gabon, du Congo, du cacao de Côte d'Ivoire, l'or du Mali. Tout ça transite d'abord par le Trésor public français et qui, à son rythme, l'inscrit au compte de la BCEAO afin de soutenir le franc CFA. Donc, de plus en plus, ces États se battent pour que cette monnaie retourne à la BCEAO, la Banque centrale, parce que nous avons envie quand même de continuer à avoir cette monnaie commune dans la sous-région. C'est extrêmement important pour un ensemble économique d'avoir une même monnaie. Je pense que ça facilite les transactions. Le Mali dans la même zone que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, qui sont des pays... Ce sont des économies qui sont un petit peu homogènes. Voilà, des économies homogènes, des pays côtiers pour le Mali avec les ports, etc. C'est tout bénef, c'est très bien. Sauf que, comme je suis entièrement d'accord avec vous, que nous nous interrogeons beaucoup sur le franc CFA, du fait que les recettes d'importation de nos pays transitent par là, pour une part pour l'instant. Pour une part. Et le jour qu'on arrivera à couper le cordon ombilical, je pense que peut-être qu'on l'appellera franc machin, Afrique de l'Ouest, franc UEMOA, ou ça restera franc CFA, mais... je pense que nous avons intérêt à garder cet ensemble économique qui peut être une bonne soupape pour nous. Parce que le problème du Mali aussi, c'est le marché. Et vous avez besoin d'un marché intermédiaire? On a besoin d'un marché intermédiaire. D'accord. Ok, nous vous souhaitons une très bonne chance pour ces élections et nous allons continuer à nous intéresser à votre parti. Merci beaucoup. Merci beaucoup.